Bonjour YouTube, c'est Daimon, comment ça va les sérivores? On se retrouve aujourd'hui pour du Star Wars Endor, et oui, il n'y a pas eu d'autres vidéos cette semaine. Donc pour l'épisode 9, un épisode sur le calvaire simultané, quoiqu'à des années-lumière de distance, de Cassian Andor et de Callum Bix. Un épisode d'ASMR avec vraisemblablement des cris de bébé alien à l'agonie. Un épisode avec de la friture humaine. Bref, un épisode qui donne au propre comme au figuré des envies d'évasion. Et j'ai zappé de vous faire l'intro en plein écran, mais vous n'êtes pas là pour voir ma trogne, on est d'accord? On est d'accord, let's go pour la review. Et on reprend directement là où l'épisode 8 nous avait laissé, avec Callum Bix dans le filet de Dedra Meero. Dennis Gough, son interprète, qui est d'ailleurs bien intense et inquiétante à souhait, hein. GG à cette actrice qui a visiblement mis pas mal de temps à percer, et je me demande pourquoi, puisque du coup l'interprète a l'air d'être plutôt douée. Elle laisse finalement Bix, ouais, parce qu'elle lui faisait, oui, elle lui faisait croire au début, oui, bah écoute, si tu me parles à moi, peut-être que je serais pas obligé de lâcher mon savant fou sur toi pour te torturer. Bon, on comprend très vite, elle lui dit, mais en fait, non, t'aimes juste ça, torturer des gens, et quoi que je te dise, de toute façon, est-ce que tu vas me croire? Moi, non, allez, torturez-la, docteur. Du coup, bah voilà, c'était son projet depuis le début. Parce que c'est notre projet. Il y a quelque chose qui a bugué. Bref, vous avez double Macron du coup. Et en parlant de ce docteur Gorse, du coup, son savant fou, je trouve que paradoxalement, le fait qu'il se montre calme, presque rassurant, hein, quand il lui dit oui, les liens de contention, vous inquiétez pas. En fait, c'est plus pour vous protéger qu'autre chose, hein. C'est pour éviter que vous vous fassiez mal. Bon, mal physiquement, hein, parce que dans la teuté, ça va pas très bien se passer. Et alors, oui, il lui explique carrément comment on va la torturer avec des sons qui rendent fou. Je trouve que oui, du coup, tout ça le rend vraiment très très flippant, un détachement clinique et des passionnés, mais dont le but reste de causer le mal, et même un maximum de mal possible, j'ai envie de dire. En termes de montage, j'ai bien aimé l'enchaînement de scènes, justement, avec la journée de travail forcée d'Endor, qui suggère qu'on ford le crâne, même métaphoriquement, de la pauvre Bix, puisque ça s'enchaîne justement directement après la scène que je viens de commenter. En parlant d'Endor, une bonne partie de l'épisode va se dérouler dans la prison. Alors, il aperçoit un garde derrière la fenêtre, alors, un petit bout de fenêtre, presque un hublot, et du coup, Cassian va annoncer prendre sa pause. Alors, les mecs ont des pauses quand même, parce que ça a l'air de pas du tout blaguer, on va l'apprendre de plus en plus au fur et à mesure de l'épisode, mais ils ont quand même des pauses. Bon, bah, en même temps, voilà, si tu prends trop de pauses, tu te fais électrocuter à la fin, donc j'imagine que c'est à tes risques et périls. Et il va partir limer une conduite de gaz. Alors pourquoi cette conduite là particulièrement, parce que c'est du gaz, je ne sais pas d'ailleurs, mais il va être interrompu par l'arrivée d'un nouveau prisonnier. Alors j'aime bien parce qu'il remarque avec l'arrivée de ce prisonnier que l'ascenseur n'est pas électrifié. Cassian directement qui a l'air de partir en mode complot, hein, qui propose de passer immédiatement à l'action. Attends, vas-y, ouais, dès qu'ils descendent là on se les fait maintenant. Voilà, proposition qui n'est pas suivie des faits, un peu comme s'ils fantasmaient leur évasion sans l'envisager tout à fait pour le moment. Et on verra que par la suite ça va se préciser un petit peu plus. J'aime beaucoup ce cadre et j'en ferai peut-être la miniature de la vidéo en retirant le sous-titre, avec Mon Mothma au Sénat qui tente, sans doute en sachant que c'est complètement vain, puisque sinon elle passerait pas l'action secrètement derrière, de freiner la dérive toujours plus autoritaire de l'Empire. On pourra le mettre un petit peu en rapport avec certaines situations qu'on connaît dans certains pays du monde, peut-être dans le nôtre. Et les balcons de certains sénateurs qui s'éteignent au fur et à mesure de sa déclaration. Alors, est-ce que ça signifie qu'ils désapprouvent ce que dit Mon Mothma, que ceux qui restent allumés, ils sont d'accord? Est-ce que ça veut dire simplement ils se cassent boire un coup à la buvette du Sénat, comme ça fait parfois à l'Assemblée nationale chez nous? Est-ce que, je sais pas, ils ont des problèmes d'économie d'énergie, ils ont des invasions de l'Ukraine, enfin des choses comme ça? Tout est possible. Écoutez, je reste ouvert à toutes les propositions. Économiques comme politiques, du coup. Le chauffeur de la sénatrice, que, rappelez-vous, elle soupçonne de le surveiller, de même que son mari. Est-ce qu'elle est un peu parano? Est-ce que... Bah, elle a quand même des raisons d'être parano dans cet empire et qu'il est de plus en plus sécuritaire, sachant que bah, c'est une des seules à ouvrir sa gueule, même pour de faux. Et donc, on va lui apprendre que sa cousine est à l'ambassade. Elle semble autant étonnée qu'inquiète par la nouvelle. Et on apprendra plus tard, parce que je me disais au début, mais attends, pourquoi elle a l'air inquiète? Est-ce qu'on essaie de faire pression sur sa famille? Et bah non. En fait, coup de théâtre, sa cousine, c'était Velsarta. Depuis le début, bon Dieu que la galaxie est petite. Alors que les prisonniers sont bloqués dans les couloirs, et du coup ce sera quelque chose d'assez important dans l'épisode, qu'il y ait certains qui tentent de communiquer par langue des signes avec les gens des autres niveaux, l'électricité va être brièvement coupée, on comprendra pourquoi. Électricité qui est la seule mesure permettant réellement la coercition des détenus, by the way. Alors moi j'y voyais un petit peu, ouais, une petite note d'espoir de « Ah, il y a moyen de faire sauter les plombs ». En fait non, c'est peut-être parce qu'on vient de griller toute une escouade. Et j'ai bien aimé la précision surtout
qui nous explique ouais, il faut des semaines, il faut une semaine pour qu'un mot arrive de l'autre bout de la prison jusqu'à ici. Ouais, parce qu'on soupçonnait pas, mais enfin certains le soupçonnaient peut-être. Moi du coup, avant qu'on me l'explique, je n'avais pas réalisé, mais oui, comme et on avait bien vu dans l'épisode précédent qu'ils communiquent par langage des signes, mais ils peuvent le faire à chaque shift, toutes les 12 heures. Donc 2 fois par jour potentiellement ils peuvent relayer jusqu'à 2 niveaux en une journée, mais il y a combien de niveaux dans le bordel? C'est presque matrixien. Vous souvenez-vous là, l'éveil de Neo, j'avais dit que j'arrêterais de faire des comparaisons à Matrix, mais et du coup ouais, quand il s'agit de communiquer un truc avec l'unité d'à côté, il y a moyen de le faire en une demi-journée. Si c'est à l'autre bout de la prison, c'est un petit peu plus compliqué, et j'ai trouvé ça intéressant qu'on creuse un petit peu plus. On est moins cher que des droïdes et facile à remplacer. Voilà une petite suite quand même de la réflexion sociale et productiviste et la productivité à quel prix dont on avait parlé la semaine précédente. Donc Cassian qui valide ma take de la dernière review dans une discussion où il essaye de convaincre son capot de l'aider à s'évader. Alors ça semble pas lui plaire au capot Kinoloy. D'ailleurs, est-ce que vous attendiez à voir Andy Serkis Gollum dans Star Wars Endor? Alors c'est vrai qu'il avait prêté sa voix du coup quand j'ai googlé le truc, c'est lui qui prêtait sa voix et pas son visage sur le coup parce que c'est souvent pour ça qu'il est loué. Il avait fait aussi dans King Kong, enfin il avait fait plein de trucs, justement on le voit plus en performance capture qu'en live action et du coup Snoke dans la nostalgie pouvait nous mettre sur la piste de peut-être qu'on le reverra dans du Star Wars. Un plan toujours très THX 1138, hein, véritablement. Et il semble que Kalin a vraiment dit à Dedramiro tout ce qu'elle savait, notamment le fait qu'il est revenu sur Ferrix 3 jours après le casse, Cassian. Il compte utiliser Marva comme appât. Alors, elle l'explicite, hein, c'est oui, bon, elle est pas trop dangereuse, elle est vieille, et puis de toute façon, si on l'interroge, elle est trop vieille pour se faire interroger aussi brutalement, donc genre, elle va y passer la vioque. Ouais, sauf que, en fait, la vioque, elle est peut-être plus de première fraîcheur, mais elle a l'air relativement déterre. Est-ce que vous la sous-estimez pas? Parce que elle est en train de faire des repérages par où la révolution va commencer, elle l'expliquait dans l'épisode d'avant. Donc bref, peut-être qu'on aura des retournements par rapport à ça. Encore un plan avec une grande profondeur de champ, toujours d'un blanc immaculé. On change les lieux, mais dès que c'est l'Empire, bah voilà. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que l'Empire, bon, alors ça a plein de défauts. Par contre, c'est propre. Ça, on peut pas dire. Alors que bah, les rebelles, hein, c'est voilà, c'est un peu décutéreux, c'est poussiéreux. Il y a des droïdes rapiécés. D'ailleurs, je voudrais revoir le droïde. Bref, les deux équipes de jour et de nuit qui se croisent. Alors ouais, j'aime bien le principe de les voir se croiser comme ça arrive 2 fois par jour du coup à la fin de chaque ronde et ils apprennent qu'une unité entière d'une centaine d'hommes a été grillée. Du coup voilà, c'est comme ça que les messages se passent. Et vous étiez en train de dormir, c'est arrivé pendant ce temps-là. Enfin, est-ce qu'ils étaient en train de dormir? C'était peut-être justement là les plombs qui avaient sauté. Et bah, on vous tient au jus, nous on est dans le même bâtiment, et hop, à partir de ce moment-là, ils vont prévenir les autres par langue des signes, j'imagine, peut-être pour que la rébellion éclate un peu partout en même temps, d'autant qu'on verra, la prison n'est pas surprotégée, au-delà de l'électricité, ils n'ont pas grand-chose. On retrouve le poteau Cyril Karn qui a une dispute d'une grande banalité avec sa mère, hein, par contraste avec les enjeux que vivent les autres personnages au cours de cet épisode. Sa mère qui lui reproche de ne pas être plus présent. Bon, elle l'aimait pas non plus quand il était en mode désœuvré. Elle a l'air de plus se satisfaire de son ascension sociale et de sa réussite que de son bonheur véritablement. D'ailleurs, elle a l'air d'être très très contente d'apprendre sa promotion. Comme s'il se désintéressait de cette discussion autant que le spectateur, Cyril qui va retourner à son bol de céréales qu'il va vider bruyamment. Oui, bah on pourrait dire à première vue cette scène ne sert à rien, mais moi je l'aime bien, c'est mon personnage préféré de Star Wars Endor, et fuck si vous n'êtes pas d'accord. Bon, c'est vrai que le mec il a des petits soucis au niveau social, hein. Il a l'air de pas vraiment avoir de potes, même ses collègues, ses supérieurs comme c'est à l'époque quand il était dans son truc, Préox Morlana, même ses subalternes, bah il lui obéissait. Il semblait un petit peu se méfier de lui parce que lui il avait l'air de pas trop blaguer, mais voilà, du respect des gens, même de sa mère, c'est voilà, véritablement, et on verra que dans l'autre scène dans laquelle il reviendra, bah, ça nous fera un petit peu creuser ce côté là. Est-ce que tu n'es pas un peu un sociopathe quand même, mon copain? Non, parce que ce qui intéresse le poteau Cyril dans la vie, c'est de stocker Dedramiro à la sortie de son boulot. Alors je sais pas si c'est
elle ou sa carrière qui l'excite, peut-être un mélange des deux, hein. Et la superviseuse elle-même n'a pas l'air très intéressée, d'autant qu'on le voit juste dans la scène d'après. Elle a déjà un larbin qui exécute bien, qui même prévient tous ses ordres et même tous ses désirs. Voilà, oui, il faudra envoyer. Non, c'est bon, il est déjà en chemin. En fait, t'as déjà fait tout le taf, mec. GG. Donc, en fait, ouais, Cyril, t'arrives trop tard, mec. Tu t'aurais fait un bon second, mais du coup, non, désolé, elle n'est pas intéressée. Du coup, qu'est-ce que l'avenir lui réservera? Qu'est-ce que les scénaristes lui réserveront plutôt comme avenir au sein de la série? On voit bien qu'il va retrouver une utilité à un moment X, Y ou Z, au-delà du fait d'avoir des interrogatoires. Parce que en fait, le mec, un interrogatoire, bon, il s'est pas fait torturer, il s'est fait débriefer, il était très content de participer. Pour lui, c'est une interaction sociale, c'est triste à dire, mais c'est peut-être le rapport le plus humain qu'il ait eu depuis qu'il soit revenu sur Coruscant. Ce débriefing très pet sec de Dedramiro. C'est triste, mon copain, mais voilà, on te souhaite bien du courage pour la suite dans cette série. Alors, on apprend que ça chauffe un petit peu pour le cul de Mon Mothma parce que les comptes, notamment les siens, vont être mis en examen. Et elle a un trou de 400 000 balles globalement de la thune qu'elle a sortie pour la résistance, tout ça. Oui, j'ai utilisé 400 000 balles, ouais, c'était pour acheter des objets d'art à l'autre connard. Oui, au fait, c'est lui l'axe que vous cherchez. Donc, bon, ça se précise un petit peu mal. Alors, pour dissimuler ce trou dans ses comptes, on lui propose une rencontre avec Davo Sculdun, qu'on ne verra pas d'ailleurs dans cet épisode. C'est une sorte de mafieux chandrilien ultra blinblin, à ce que j'ai compris. Bon, j'ai pas mis d'arrêt sur image sur le truc, mais il y a un moment, une scène aussi avec Dedramiro dans le QG où il y a un des mecs, alors c'est un des mecs de Saw Gerrera, je crois, qui s'est fait choper, qui s'est fait interroger, et du coup, un futur plan de la résistance qui semble compromis. Voilà, c'est cette scène. Bon, j'ai rien noté d'intéressant. J'imagine que ce sera important pour les prochains épisodes. Donc voilà, je vous le laisse là. Faites-en ce que vous voulez. Peut-être que vous avez vos théories. Mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas, ça c'est important pour le référencement et pour mon intérêt à vous faire des reviews. Alors le truc un peu obvious de l'épisode, hein, on nous dit que le vieux de l'équipe d'Endor, Olaf, va bientôt sortir de prison. Alors il disait oui, ça il te reste plus que une shift. J'ai pas très bien compris parce qu'après on dit ouais, il doit tenir encore une douzaine de shifts, donc encore 1 ou 2 jours. Mais attends, mais vous en faites que 2 par jour, enfin vous en faites que 1 par jour, puis 12 heures de sommeil, enfin 12 heures de repos. Bon, il y a quelque chose que j'ai pas trop compris là-dedans. Par contre, ce qui était assez évident, c'est que ouais, le coup de ouais, le flic il a de droit de la retraite, bon évidemment il va mourir son dernier jour de taf, et Olaf c'est pareil. Kinoloy qui, là, vous savez, le capot, qui nous montre que s'il assure la discipline des autres prisonniers de façon relativement inflexible, il n'est pas non plus dénué d'humanité, et il va avoir un basculement à la fin de cet épisode du coup. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Voilà, et on apprend du medtech qui est prisonnier lui aussi, hein. Bon, il a un uniforme différent avec du bleu au lieu du orange, il y a un détenu libéré mais pas délivré du coup qui s'est retrouvé transféré simplement dans une autre unité. En fait, ouais, t'arrives à la fin de ta peine, bon hop, vas-y, on va te mettre dans un autre endroit du bâtiment. Alors il compte peut-être sur le temps que ça remonte d'unité en unité, si d'aventure ils communiquent vraiment entre eux. Et il y a peut-être aussi la tech de Cassian Andor, c'est ouais, de toute façon ils nous méprisent tellement, ils pensent pas qu'on puisse tenter quoi que ce soit, ils essaient même pas de nous écouter, vraiment de nous surveiller, enfin bref. Et du coup ouais, ils essayent pas, il y a quand même un paradoxe ici, c'est que pour éviter que ça s'ébruite davantage, ils ont préféré tuer tout le monde. Alors, ce que je me demande quand même, c'est que du coup, tuer tout le monde, mais vous attendiez à quoi? Le mec, il s'attendait à être libéré, il est transféré dans une autre unité, bien sûr qu'il va le dire aux autres en fait. Donc il y a déjà au moins les mecs de son unité qui vont être au courant, 12 heures plus tard, il y a les mecs de l'unité d'à côté qui seront au courant, etc. Donc... je vois pas trop comment ils pouvaient garder ça secret. Alors vraisemblablement par le passé il y avait des gens qui étaient vraiment libérés. Là c'est depuis le virage autoritaire suite à Aldhani que c'est parti dans des bails comme ça. Donc plus personne ne sort vivant de cette prison, en tout cas dorénavant. Ce qui signifie aussi et surtout qu'ils n'ont tous plus rien à perdre. Ce qui pourrait quand même un petit peu les décider. Tu peux perdre la vie comme Olaf ici, mais bon, d'ailleurs il dit ouais, il a une mort plutôt cool par rapport à nous, peut-être probablement ce qui va nous arriver. Mais c'est quoi cette vie? De toute façon, c'est juste une vie d'esclavage, en fait, avec aucune perspective derrière. Donc si tu n'as plus d'espoir auquel te raccrocher, t'as plus de raison vraiment d'obéir non plus. Et du coup, cette nouvelle produit son effet, puisqu'elle convainc
à le chef surtout, de convaincre Kino qui se raccrochait, lui, à son espoir de « Ah, j'ai encore tant de shift à faire, après, c'est l'acquis ». Ça le convainc du coup d'aider Cassian, en tout cas, lui délivrer l'information que lui réclamait depuis le début de l'épisode, combien il y a de gardes par niveau, quoi, combien il y a de gardes à notre niveau, et jamais plus de 12, il y a moyen de tenter des trucs normalement. Bah ouais, parce que du coup, calcul bidon, vu qu'ils ont pas de vraies armes, mais 7 x 7, 49, 49 x 2, 98, 98 versus 12 maximum, et on va peut-être attendre le moment où ils sont 8, ou un truc comme ça. On a repéré les endroits qui n'étaient pas électrifiés, on a commencé à allumer des trucs, il y a des choses à jouer, mais je pense qu'il est l'heure d'une... Conclusion! Évidemment. Conclusion, encore une bonne fournée cette semaine, quoi, un cran en dessous de l'épisode 8 qui était vraiment plutôt magistral en la matière. Genre j'aime pas les gens qui masterclass dès que tout est masterclass tout le temps, mais là c'était vraiment plutôt cool la semaine dernière. Alors j'ai pas compris comment l'administration de la prison comptait garder le secret sur ces transferts, puisqu'ils parlent évidemment entre eux, même si ça met un petit peu de temps. On a Velsarta du coup qui a pris le recul qui lui semblait nécessaire sur la rébellion. Ouais, j'ai bien aimé aussi la Perrine qui ouais, faut te trouver un mec. Bon bah si tu savais, non, elle vient de vivre un chagrin d'amour et c'était pas avec un queue sur le coup. Qui retourne jouer, fût-ce en apparence, la riche pourrie gâtée sur Coruscant. Hâte de voir la révolte en prison et ce que le scénario réserve à Cyril, mon personnage préféré. Par contre, qu'est-ce qui va se passer aussi pour Bix? Comment elle pourrait survivre à ça? Parce que maintenant elle n'aurait plus d'aucune utilité. On a vu qu'ils ont pendu le mec d'avant, Pac. Eh bien, nous le verrons, et nous le verrons la semaine prochaine. J'essaie de vous sortir l'épisode d'Athéna au plus vite. Sinon, revoyez les épisodes dans la playlist, le journal de YouTube, dans la playlist review, qui sont les formats les plus travaillés de cette chaîne. Ciao ciao, merci d'avoir suivi cette review. Restez sérivores, je tente des trucs en fin de vidéo. Bref, abonnez-vous, tout ça, likez, commentez, et je vous dis à la semaine prochaine au plus tard.